je vais proposer, s'il y a des interventions relatives à l'exposé du professeur Mattei. Il y en a sûrement, tellement été dense sa présentation, mais il m'a précisé tout à l'heure qu'évidemment son texte intégral paraîtra dans le compte-rendu des actes du colloque. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions au professeur Mattei? S'il n'y en a pas, c'est que j'ai été clair. Vous avez été clair et convaincant, surtout dans votre transition entre l'histoire de la médecine et puis vos perspectives d'avenir qui nous permettent de n'avoir aucune inquiétude sur la disparition du médecin. Oui, Madame Delsol. Est-ce que je peux poser une question à Monsieur Lecos? J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, donc ne prenez pas ce que je vais vous dire pour une contradiction, et surtout pas une contradiction pour le plaisir, au contraire. Par rapport à ce que vous avez dit au début, en disant que nous étions plus rationnels avec ce virus que nous l'avions été avant et que c'était un progrès. Je ne suis pas sûre que nous soyons plus rationnels. Lorsque, pendant la pandémie, j'ai lu le journal des années de la peste de Daniel Defoe, qui est en fait la relation d'un journaliste sur la dernière grande épidémie de peste à Londres, j'ai eu l'impression que vraiment nous en étions encore là, entre les superstitions, les rumeurs folles, la magie primitive, etc. Je vous donne simplement 3 exemples. Le premier, c'est le professeur Raoult. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas si c'est un prophète ou un bouc émissaire, hein, je ne sais pas, mais je constate quand même que l'adoration de ces émules était quand même pas tout à fait normale. Vous l'avez d'ailleurs signalé, il y avait là quelque chose de quasiment magique, et son remède a été pris pour une sorte de panacée. Bon, c'était déjà un peu bizarre. Vous avez dit que les religions n'avaient plus d'importance superstitieuse ou magique dans ce cas. Bien sûr, c'est vrai ici, mais c'est pas vrai dès qu'on va vers l'Est de nos pays tout à fait occidentaux. Ne vous posez pas la question de savoir pourquoi en Roumanie les gens sont peu vaccinés. Ce sont des pays où les clercs sont très radicaux et ont encore un vrai pouvoir de superstition. J'étais en Pologne la semaine dernière et j'ai pu remarquer ce que disaient un certain nombre de clercs radicaux. Je cite entre guillemets, surtout ne vous vaccinez pas, le vaccin est fait avec des embryons. C'est ce qu'on peut appeler une religion folle dingue, hein, parce qu'elle est tellement elle est radicale, elle est dans la superstition, mais aussi, et je dirais surtout, dans nos régions en Occident où les religions traditionnelles n'ont plus d'importance, comme elles pourraient en avoir en Pologne à ce stade, nous avons eu, vous avez pu remarquer qu'on s'ennuyait quand même beaucoup pendant tous ces mois de confinement et qu'on surfait beaucoup sur les réseaux. Et sur les réseaux, j'ai retrouvé absolument en permanence l'histoire du petit virus qui dit à l'humanité « Je suis en train de te punir parce que tu n'as pas traité la Terre assez bien ». Alors, vous avez le petit virus qui ricane, vous avez l'humanité qui se plaint en disant « ne me punis pas trop », vous avez la Terre qui joue un rôle tantôt de marâtre et tantôt de bonne mère pour dire « ne le punissez pas trop » ou bien « punissez-le beaucoup ». Et en fait, qu'est-ce que c'est ça sinon une écologie transformée en religion et en superstition. Donc, ce que Defoe appelait les rumeurs folles. Donc, en fait, on en est encore un petit peu là, je trouve. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Vous avez raison de nuancer un peu le tableau et de dire qu'effectivement, si certaines dimensions religieuses, expiatoires ont disparu, elles se sont un peu recomposées sous d'autres formes de superstition, en particulier à travers les thèses conspirationnistes. Après, c'est vrai qu'on a eu la présence de l'État pour aider les personnes. Il y a eu une plus grande rationalisation dans la lutte contre la pandémie, mais probablement pas dans tous les pays. Je parlais essentiellement des pays d'Occident. Et c'est la raison qui m'amène à penser que nous avons gagné à certains égards parce que les croyances sont plutôt flottantes. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on est quand même dans un pays où la grande majorité des gens sont vaccinés.
et même plus qu'en Allemagne. Et ça nous a tous surpris, je crois, parce qu'on s'imaginait que nous avions le monopole de la superstition, des croyances. Et en effet, quand nous allons un peu plus à l'Est, nous nous rendons compte qu'on s'en sort pas trop mal. J'aurais dû préciser quand même que c'était effectivement très spécifique à notre pays, et que quand on va un petit peu plus loin, comme vous l'avez fait, on se rend compte que des croyances religieuses persistent. Alors, peut-être pour compléter et dire tout à fait ce que je pense à propos des réseaux sociaux, c'est qu'il y a des pics émotionnels, un peu comme dans les pandémies, avec des croyances folles, mais qui sont révisables. C'est-à-dire que les jeunes, moi je le vois, ils sont assez sceptiques. Hein, les complotistes ne recrutent pas parmi les jeunes, puisqu'il y a un relativisme bontain que vous connaissez comme moi, qui font que les jeunes ils n'adhèrent pas à grand-chose. Donc ils n'adhèrent pas beaucoup non plus au complotisme. Oui, une question au professeur Mattei. On en a déjà un petit peu parlé en aparté, mais est-ce que vous ne pensez pas que tout ce que vous avez dit de prudent et d'alerte sur l'intelligence artificielle et sur la place du médecin n'est pas, au fond, d'abord et avant tout, une histoire de vocabulaire, et de vocabulaire sciemment manipulé, un peu comme dans la médecine personnalisée, qui n'est pas une médecine personnalisée au sens où nous entendons personne, qui est une médecine plus efficace parce que plus ciblée sur une maladie, mais une maladie que l'on continue à évaluer selon les mêmes critères d'une vérification de cohorte, et qui n'est pas vraiment ce que l'on peut espérer comme étant une médecine personnalisée. Oui, vous avez parfaitement raison. Le terme d'intelligence artificielle est inapproprié. Alors, parmi les explications qui sont apportées, ce serait une mauvaise traduction de l'anglais au français. Je vous rappelle que l'intelligence service, c'est un service de renseignement, un service d'information. Et que donc l'intelligence artificielle, au sens où nous le comprenons, et dont j'ai parlé, c'est bien fournir des informations et des renseignements aux médecins. Mais ça n'a rien d'intelligent. L'intelligence, c'est de savoir, devant une situation imprévue, s'adapter. C'est ça l'intelligence essentiellement. Or, l'intelligence, entre guillemets, artificielle, ne s'adapte pas. Elle ne fait que resservir ce que ces algorithmes qui constituent son programme lui permettent de dire, c'est-à-dire ce qui est prévu comme type d'interrogation et donc de réponse. Et je ne pense pas que c'est une intelligence au sens où nous l'entendons d'une façon générale. Alors, cette explication est un peu controversée, mais le fait est, c'est que ça n'est pas une intelligence au sens propre du terme. C'est je pourrais dire, c'est une mémoire augmentée, ça c'est évidemment, mais c'est une mémoire calcul, parce qu'il y a une capacité de calcul qui est monstrueuse. Et donc, le cerveau humain ne peut pas. D'ailleurs, les praticiens qui sont dans cette salle savent bien que la littérature médicale, scientifique, internationale nous fournit tous les jours des données que nous ne pouvons plus mémoriser. Nous ne pouvons plus tout savoir. Je prenais l'exemple de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je peux faire tout seul devant le séquençage de 25 000 gènes d'un malade? S'il n'y a pas une machine qui dépiste l'anomalie, qui me le signale. Et encore, s'il s'agit d'une famille avec 10, 12 séquençages, les comparer, ce n'est pas possible. Les maladies rares, on les estime à 7000 aujourd'hui à peu près. Mais il y a des maladies que je ne verrai jamais. Et comment vais-je la reconnaître le jour où elle va se présenter à moi dans mon exercice, s'il n'y a pas une machine qui, elle, a absorbé toute la littérature médicale et me dit, attendez, les signes que vous me donnez, ça pourrait être ça. Mais c'est tout ce que j'attends d'elle. J'attends des propositions
j'attends une aide au diagnostic, mais ensuite, nanti de cela, ma nouvelle culture, qu'elle m'a communiquée, me permet de dialoguer avec le patient et de prendre une décision conjointe avec lui. Mais donc ça n'est pas une intelligence. Le mot intelligence fait peur parce que on a Ray Kurzweil, qui est un des gourous de Google sur ces sujets, dit que de toute façon, il est clair que d'ici 2045, l'intelligence artificielle aura surpassé l'intelligence humaine et que donc elle nous dominera. Ça, c'est de l'utopie absolue. C'est de l'utopie. L'intelligence artificielle ne sait pas s'adapter à une situation imprévue. Elle ne sait pas quand il faut transgresser. Elle n'a pas de conscience. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous avez raison de me le faire préciser. Ce n'est pas une intelligence. Je voulais peut-être simplement apporter, monsieur Mattei, un petit bémol. Je suis d'accord sur l'affirmation que vous donnez, mais il faut bien voir que les algorithmes, on distingue souvent en organisation industrielle l'acte réflexe, qui fait que bêtement, donc revenir sur l'homme, et dans ce cas-là, on l'automatise, ça devient mécanique. Mais l'acte réfléchi, où on renvoie la balle à l'homme pour donner une intelligence. Mais dans les algorithmes, il n'y a pas uniquement des actes réflexes mécaniques, mais il y a de plus en plus d'actes réfléchis. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des choix logiques que fait la machine qui sont dépendants de ce qu'elle trouve en face d'elle pour la gérer. Donc l'algorithme ouvre des cases, si j'ose dire, sur des actes réfléchis qui sont de nature de l'intelligence. Donc on ne peut pas dire que c'est une intelligence parce qu'on est à des milliards d'années-lumière entre les capacités du cerveau et les combinatoires des algorithmes, mais les algorithmes maintenant ont des actes réfléchis qu'ils intègrent en fonction de ce qu'ils trouvent en face d'eux comme réaction. Donc ils sont capables, par exemple, pour aller dans l'espace, il faut que la machine soit autonome pour guider. On ne pourra pas revenir sur Terre pour demander une information. Donc il y a de plus en plus d'actes réfléchis. Donc on pourrait dire, en termes de pourcentage, qu'il y a une parcelle d'intelligence, mais qui évidemment va croître et embellir en fonction de la puissance des algorithmes. Donc la distinction carré, acte réflexe, mécanisable, et acte réfléchi qui renvoie la balle à l'homme, elle est beaucoup plus floue dans les algorithmes. Je vous comprends, mais je trouve un peu étrange qu'on parle d'intelligence artificielle alors qu'on ne sait même pas comment marche l'intelligence naturelle. On ne sait pas comment fonctionne notre cerveau sur le plan de l'intelligence. Alors oui, on sait qu'il y a des neurones, on sait qu'il y a des liaisons interneuronales par milliards, enfin bref. Moi, j'entends bien ce que vous dites, c'est le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond. Bon, mais l'apprentissage profond, c'est quand vous avez présenté 10 000 images en disant à la machine « c'est un chat » et 10 000 images en lui disant « c'est un chien », et elle va évidemment, quand elle rencontre un chien, dire « c'est un chien » ou « c'est un chat ». Et après, elle a naturellement des croisements qui se font, que vous appelez réflexion. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, parce que oui, réfléchis, ce sont... moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ça marche avec des algorithmes, et que les algorithmes aujourd'hui ne sont pas labellisés, et que l'on peut avoir des algorithmes qui sont nocifs. Et d'ailleurs, on a eu une lanceuse d'alerte récemment sur Facebook qui a bien dit que les algorithmes utilisés par Facebook étaient nocifs pour l'homme. Et donc, moi je crois qu'aujourd'hui, on est dans une démarche très maladroite qui défausse le politique. Dans la dernière loi d'éthique, il y a un article qui dit que le médecin doit dire au patient que la décision qui est prise a été inspirée par une intelligence artificielle qui a utilisé des algorithmes en fonction des données qui l'ont nourri. Bon, ben ça lui fait, pardonnez-moi, une belle jambe. Qu'est-ce que vous voulez que... Non, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut attendre de l'intelligence, entre guillemets, artificielle, tout ce qu'elle peut nous apporter de connaissances infinies pratiquement, et le pouvoir de calcul. Après, savoir comment elle va évoluer et comment vont se faire les connexions
pour qu'il y ait de temps en temps des déductions, plus que réfléchies, je veux dire, des déductions. Alors oui, peut-être, mais bon, je ne suis pas bien sûr que les choses vont aller très vite, parce que ce qui fait la force de l'homme, c'est que à la logique et au raisonnement de l'intelligence artificielle, il oppose son intuition, ses émotions, sa perception, et que c'est ça qui fait un des facteurs de l'intelligence. Oui, justement, pour rebondir là-dessus, il y a trois choses, effectivement, qui peuvent faire la distinction. Il y a d'abord l'imprévu, c'est-à-dire, effectivement, l'algorithme fonctionne, il s'affine, il s'auto-affine, mais l'imprévu, c'est imprévisible. Hein. Justement, c'est là que va être la décision. Le deuxième, c'est les émotions, et on retombe sur ce qui a été dit, parce que l'émotion, effectivement, est facteur de construction. Et la troisième chose, c'est que l'algorithme ne se trompe pas. Et nous, notre grande force, c'est qu'on se trompe. Mais bien sûr. C'est qu'on se trompe. Et il y a d'ailleurs des publications qui commencent bien à dire que c'est l'erreur qui est féconde, parce que justement, elle ouvre des voies que l'algorithme lui-même n'aurait pas pu ouvrir. Peut-être. Non, mais je pense que vous avez raison. Je veux dire par là que tant qu'on aura des machines, entre guillemets, qui permettront de servir la personne humaine, ça marchera. Mais si ce sont des machines qui sont conçues pour la servir, alors ça ne marchera pas. Je ne pense pas. En tout cas, ça n'est pas ce qu'on cherche. On ne cherche pas à asservir. Et je pense que le médecin, contrairement aux idées reçues, va prendre beaucoup plus d'importance parce qu'il va être celui qui reçoit les informations de l'intelligence artificielle et qui devra les interpréter dans l'intérêt du patient et pour ouvrir le dialogue avec lui et lui expliquer les choses. Donc, c'est pas demain, je pense, que nous aurons une médecine sans médecin. Alors, je crois que nos confrères marseillais ont des impératifs d'horaire. S'il y a encore des questions pour eux, alors, allez-y. J'ai bien aimé l'intervention de M. Mattei, ce qui veut dire que si les machines peuvent tout guérir, nous aurons toujours à soigner. Juste une question avant que vous ne partiez, de l'ordre d'éthique, c'est une petite chose. Ce qui m'a beaucoup frappé dans le métier de médecine que j'exerce, c'est que pendant cette crise, il y a deux choses qui m'ont révolté, mais révolté au plus haut point. La première, ça a été évoqué, c'est l'histoire de ne pas permettre le deuil dans les familles, c'est monstrueux. Et la deuxième, qui est tout aussi monstrueuse, c'est qu'on a coupé dans les gens qui sont malades, vous me direz on fait de plus en plus d'ambulatoires, mais il y a quand même des gens hospitalisés, on les a coupés de leur famille. C'est monstrueux. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je n'ai pas entendu une révolte profonde du Conseil d'éthique sur ces deux sujets dans tous les médias, parce que quand même, vous avez quand même de la surface, si je puis dire. Alors, je ne peux pas répondre à cela parce que je partage complètement votre indignation que je sens, je perçois. Il y a une donnée que, pour le moment, qui n'apparaît pas suffisamment forte aujourd'hui, c'est la sanction pénale à la clé. La décision politique aujourd'hui prend en compte naturellement l'acceptabilité sociale, plus ou moins, les données scientifiques le plus possible, et que laisser une personne, parce que j'ai eu cette discussion avec des responsables, laisser rentrer une personne de la famille, certes, mais si elle est infectée et qu'elle infecte à l'intérieur et qu'il y a un dépôt de plainte, c'est sûr qu'il y aura une condamnation. La justice aujourd'hui condamne l'État parce que sa politique d'amélioration de la qualité de l'air est insuffisante. Le Conseil d'État somme l'État de traiter le problème des algues vertes. De plus en plus, on a aujourd'hui, parce que les citoyens en tant que tels l'ont bien vu, leur plainte seule vis-à-vis des politiques, ça ne marche pas. Les élections, on n'y croit pas beaucoup. Et donc, finalement, comment se plaindre? Hop, Conseil d'État, tribunal. Et malheureusement, les juges et les juristes s'emparent de cela pour finalement porter un coup, à mon avis, très dangereux à notre démocratie, qui a un principe essentiel, c'est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Or, aujourd'hui,
le pouvoir judiciaire est en train de juger le pouvoir politique. Et ça, je vous le dis d'expérience, c'est quelque chose qui gêne la décision politique. Alors, j'ai résolu le problème de la façon suivante, puisque dans l'établissement où j'étais, j'ai subi de la part de la direction, bien sûr, elle était tout à fait d'accord avec moi, et j'ai dit que puisqu'on interdisait de faire rentrer les familles, j'interdisais qu'on fasse rentrer les infirmières et le personnel soignant, parce que c'est exactement la même chose, on ne les contrôle pas plus. Voilà, donc finalement, petit à petit, j'ai fait rentrer tout le monde. Non, mais vous avez raison. C'est la réponse à votre deuxième partie d'intervention qui a motivé l'obligation vaccinale des employés des établissements de soins, avec ceux qui n'ont malgré tout pas voulu, ce que je trouve un peu étrange. Je respecte toutes les idées, mais quand j'entends dire liberticide, c'est écrit dans la Constitution, c'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est partout reconnu, et même la Cour européenne de justice, qui quelquefois est un peu étrange, la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres. Et elle ne doit pas porter atteinte à la vie, à la santé et au bien des autres. Et donc, quelqu'un qui est possiblement contagieux, mais Charles Nicolle l'a écrit en 1933 dans son bouquin sur le destin des maladies infectieuses, il nous a dit, il a écrit, mais je trouve ça merveilleux, les maladies infectieuses nous apprennent que nous sommes tous frères et solidaires. Frères parce que nous sommes soumis au même danger, et solidaires parce que c'est nous qui nous le passons les uns les autres. Si nous n'y prenons pas garde, bien entendu. Donc voilà, je pense que vous avez raison, en tout cas ça m'a fait bondir, et ne pas pouvoir apercevoir l'être aimé une dernière fois et l'accompagner dans sa fin ne me paraît pas humain. Monsieur Mattei, avant de m'adresser à vous avec ma question, je voudrais juste donner une petite classe à notre ami Éric Fiat qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé, en vous disant et en disant à mon confrère Étienne Quénan qu'on peut relire un très bel article d'Éric Fiat du printemps 2020 dans La Croix qui s'intitulait « Aujourd'hui, ma tante est morte ». Ma question, monsieur Mattei, si vous permettez, j'aurais besoin que vous reveniez quelques instants sur la place de l'émotion dans la décision médicale, parce que c'est une difficulté pour moi dans l'exercice de mon travail. Ce matin, vous nous avez dit, et je vous en remercie, que l'émotion a sa place en ce sens qu'elle dialogue avec la raison, avez-vous dit, et qu'elle laisse une place à un élément important dans notre raisonnement de médecin qui est l'intuition. Et en vous écoutant, je repensais à cette magnifique description de la médecine de la personne par Paul Ricoeur, qui doit rester indispensable aujourd'hui aux côtés de la médecine personnalisée. Mais Pierre Lecause nous a expliqué aussi que l'émotion est dangereuse dans la réflexion éthique. Elle est dangereuse parce qu'elle peut nous faire basculer et en ce sens nous amener, non pas à mettre en danger, mais peut-être à porter un petit peu atteinte à la dignité de la personne. Alors, monsieur Mattei, il m'est arrivé d'être en grande difficulté à cause de l'émotion. Je prendrai un exemple pour aider à faire comprendre ce que je vous demande. Il m'arrive de me trouver face à une patiente qui a largement dépassé la quarantaine, qui n'a pas trouvé de compagnon et qui me pose avec les yeux pleins de larmes la question de la maternité, en me disant « Docteur, je ne veux pas passer à côté, mais je n'ai pas de compagnon ». Alors, vous avez compris hier que ces maternités sans père me posaient un vrai problème, mais en même temps, l'émotion de cette femme qui me parle de la maternité m'empêche de trouver la réponse. Non, mais je comprends très bien ce que vous dites et je me suis trouvé assez souvent face à des situations où l'émotion pouvait l'emporter. Alors, je veux simplement revenir sur ce que j'ai malheureusement dû balayer rapidement. C'est d'abord la découverte de Daniel Kahneman. C'est-à-dire, il y a deux systèmes de pensée. S1, qui est intuitif et qui est basé sur l'émotion, l'intuition, la perception immédiate. C'est le premier réflexe de pensée qu'on a. Et un système 2
qui est lui logique, basé sur la raison, et qui vient, qui a pour but de surmonter le premier système. Mais malheureusement, dit Kahneman, le premier système est beaucoup plus rapide que le second, et donc ce qui reste en mémoire et qui va porter beaucoup d'importance à ce système intuitif, c'est la rapidité du système 1 par rapport à la rapidité du système 2. Et il faut ajouter un neuropsychologue français, qui appartient d'ailleurs à l'Académie des sciences morales et politiques, Olivier Houdet. Il a décrit il y a quelques années le système 3. Le système 3 est un système qui a pour effet d'affaiblir le système 1 et de le retarder pour permettre au système 2 de reprendre le dessus, ou en tout cas de discuter avec plus d'arguments et plus de force. Et ce système 3 a un avantage considérable, c'est qu'il est éducable. Et Olivier Houdet nous dit que le cerveau a une capacité d'évolution extrêmement rapide, il est perfectible en permanence, et qu'il faudrait que dès l'enfance, les parents et les enseignants essaient de développer ce système 3. Ça n'est ni plus ni moins en définitive que la base de l'esprit critique. C'est-à-dire, j'ai une intuition, mais... Et donc, avec système 1, système 2 et système 3, je ne rentre pas dans les détails, on devrait possiblement avancer. Et juste, peut-être pour faire sourire, en tout cas moi ça m'a fait sourire, c'est que Kahneman est un économiste. Et d'accord, hein, il a fait de la psychologie comportementale économiste, mais ce qui l'avait beaucoup troublé, c'était le nombre d'erreurs dans les choix que faisaient les gens qui, à la bourse, achetaient ou essayaient un coup, et que, dans la plupart des cas, ils prenaient des décisions soit au hasard, soit en se trompant sur l'intérêt véritable qu'ils pouvaient avoir. Parce que S1, ah, j'ai vu ça, hop, et j'achète. Et donc, très souvent, nous prenons des décisions qui sont contraires à notre intérêt, parce que S1 va trop vite par rapport à S2, et S3 n'a pas encore pénétré les esprits pour qu'on les éduque. Comme l'heure de la fin de notre temps approche, et on va laisser la parole aux autres intervenants, je voulais simplement dire que je rejoignais ce qui avait été dit, en particulier sur le fait que vouloir faire le bien, c'est un pari qui prend le risque du mal. Et on a mis tout ce système de confinement strict en place pour protéger les personnes vulnérables, et amertume et ironie du sort, à l'arrivée, ce sont elles qui ont payé le plus lourd tribut et qui ont parfois subi le plus durement cette organisation anti-pandémique qui était faite pour elles. Ça, c'est le tragique de l'action humaine, je crois. Moi, j'ai résolu le problème par la transgression, c'est-à-dire présider le comité d'éthique. Il y avait des consignes, mise en bière immédiate dès que les gens sont morts dans la housse. J'ai dit que de toutes les façons, le principe, c'était que quelqu'un qui était mort était moins contagieux que quelqu'un qui toussait et crachait. Donc, et que de toute façon, la mise en bière immédiate, c'était une aberration, puisque de toute façon, on met en bière 24 heures après le décès. Donc, les gens pouvaient entrer dans les chambres, voir le visage de leur patient, soit dans la chambre, soit à la chambre funéraire. Parce que, voilà. On t'a coupé la parole, je crois que nos amis marseillais vont nous quitter. Nous les remercions d'avoir bien voulu venir participer. Alors, nous allons passer à messieurs Averousse et Dubois. Est-ce qu'il y a des questions pour eux? M'excusant encore une fois d'avoir... Merci. Non, juste une question. Je ne comprends pas très bien. Vous avez parlé de la très grande précarité des étudiants. Financièrement, je peux la comprendre. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les étudiants, ils ont tous une carte vitale. Normalement, la sécurité sociale leur demande de prendre un médecin référent.
ils ont tous des ordinateurs à leur disposition, ils peuvent tous aller sur Doctolib. Je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi ils sont si désorientés pour trouver un médecin, alors qu'ils trouvent les bistrots, et que vous en êtes obligé d'aller leur mettre quelque chose de cocooning, quoi. Je comprends très bien votre action, c'est une sollicitude. Je comprends la sollicitude, quoi qu'il arrive. Mais je trouve que si, dans notre système de soins, qui nous coûte déjà une fortune aujourd'hui, on est obligé, pour certaines catégories de personnes qui sont cognitivement éduquées, qui ne sont pas des gens en EHPAD, on est obligé d'aller leur faire quelque chose sur mesure, on ne va jamais s'en sortir. Monsieur Abrose, vous pouvez répondre. Je vais répondre. Effectivement, c'est une bonne question que vous posez, parce que on a présenté ce projet à différentes associations qui nous ont dit en particulier, autour de Montpellier, il y a un environnement médical suffisant pour que les étudiants puissent trouver la réponse à leurs problèmes. Mais la seule réponse que je peux faire, c'est qu'on a constaté, et je partage avec vous votre analyse, qu'un certain nombre d'étudiants, et je vais préciser lesquels, n'allaient pas se faire soigner. Et alors quand on regarde la topologie, on s'aperçoit que, évidemment, les étudiants issus des familles de Montpellier ne posent aucun problème, ils se font soigner à 100% parce qu'ils sont dans leur environnement. Pour la région, et la région, je parle l'ancienne Languedoc-Roussillon, on tombait à peu près à 70%. Pour les autres étudiants métropolitains, mais qui venaient d'autres régions, on tombe à peu près à 30-40%. Et pour les étudiants qui viennent de l'étranger, alors on a un effet CE, c'est-à-dire pays développés, et hors CE, pays en voie de développement, on constate qu'ils n'y vont pas, c'est tout ce que je peux dire. Et donc, mais c'est peut-être lié au fait qu'on les a organisés comme ça, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Ils ont leur propre restaurant universitaire, ils ont leur propre cité universitaire, ils ont leur propre bibliothèque. Et donc, c'est une société qui vit à l'intérieur, si vous voulez. Le professeur Pujol voudrait intervenir. Oui. Je voudrais dire que Dr Quénan, bon tempérament chirurgical, mais le chirurgien se calme aussi de temps en temps entre deux interventions. Michel n'a pas dit la phrase la plus importante qu'il a dit à une jeune ministre de l'éducation, très séduisante, qui est venue voir un centre que dirigeait M. Dubois et qui avait à peu près la surface de 12 mètres carrés. Et Michel avait trouvé la phrase qu'il faut dire. Il faut dire, il n'y a que 10 ou 15% des étudiants qui en ont besoin, mais eux en ont besoin à 100%. C'est différent de 50% qui en ont besoin à 50%. Donc, c'était vraiment quelque chose. D'ailleurs, il ne faut pas dire qu'à Montpellier, on est couvert de gloire et qu'on est les plus forts de France. Hein. Parce que toutes les facultés de médecine et les universités de France avaient cette disposition, sauf deux villes immenses par leur prestige et leur ancienneté, Montpellier et Lyon. Alors c'est bien qu'on a tellement d'avance, quelquefois, de 800 ans, on a du retard aussi. Ça, il faut le reconnaître. Alors le président Giron me dit que c'est l'heure de conclure, mais je voudrais quand même que M. Dubois et puis M. Daubié puissent intervenir. Simplement un tout petit mot pour répondre à M. Quénan. Lorsqu'on a ouvert ce centre, on imaginait que c'était effectivement fait en grande partie pour les étudiants étrangers qui arrivent à Montpellier, il y en a beaucoup. Mais on imaginait que la majorité de la clientèle serait d'origine étrangère. Or, l'expérience montre que les étrangers ne représentent à peu près que la moitié, maximum, la moitié des consultants, même moins. Hein, oui. Donc, ce qui veut dire que plus de la moitié sont des Français. Alors, quels sont ces Français? Michel Labrousse l'a très bien dit, il y a une attractivité pour ce centre qui est inversement proportionnelle à la distance
Il est évident que le garçon de bonne famille de la région montpelliéraine ou de Montpellier ne vient pas à ce centre de santé. Par contre, dès qu'on s'éloigne de Montpellier, dès qu'on s'éloigne de la région, dès qu'on va vers aussi certaines spécialités qui ne sont pas familiers avec le monde médical, il y a là un défaut d'information. Et on a beaucoup travaillé au début sur l'information. Qu'est-ce que c'est que ce centre de soins? Il existe, il est localisé à tel endroit. C'est pour ça qu'on a cherché un endroit qui était visible, accessible. Et vous avez toutes les possibilités de venir. Et les étudiants, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ils sont bien sûr très cortiqués, mais ils ne sont pas très au fait de l'utilisation de leur carte vitale, de leurs droits, etc. Donc, il y a un réel besoin, parce que la montée en puissance a été assez rapide, finalement. Pardon, je me suis mal exprimé. J'ai pas voulu dire que votre système n'était pas adapté. J'ai voulu simplement dire que c'était incroyable que dans notre pays, on mettait tant d'argent dans la santé, on n'arrive pas à régler le problème des étudiants à ce point qu'il faut leur mettre une maison spécifique pour eux. Voilà. D'accord. En fait, alors, pas du tout, je voudrais quand même que l'exposé de M. Daubié soit ouvert au moins pour une intervention, s'il y en a eu. Si vous voulez, hein. Oui, une question à M. Daubié. Je voudrais, s'il n'y a pas de questions, lui demander s'il existe un organisme international qui puisse réunir Pfizer et les différents grands groupes pharmaceutiques, vous Sanofi, pour parler de ces problèmes essentiels, ou bien si finalement c'est un peu la jungle dans le milieu. C'est la jungle, c'est la jungle, c'est la jungle. Et malheureusement, bon alors des discussions entre les différentes, parce qu'en fait, toutes les entreprises pharmaceutiques sont concurrentes, mais malgré tout, elles travaillent ensemble, hein, ne rêvons pas. Hein. Donc de toute façon, les grands directeurs, ainsi de suite, travaillent ensemble. Mais il n'y a pas eu de structure. Et en fait, donc il y a une structure. Mais si vous voulez, ils définissent tous leur stratégie. Donc ils vont vers telle activité thérapeutique, telle chose. Bon, parce que voilà, et donc finalement, il n'y a pas... maintenant, attention, hein, j'ai dressé peut-être un portrait un peu encore... je ne voulais pas non plus... je pense que la pharmacie, les groupes pharmaceutiques maintenant ont beaucoup changé et ont ce côté quand même de plus en plus philanthrope. Hein, ne rêvons pas, hein, quand même. Hein, parce que justement, c'est leur image derrière, hein, c'est très important. Et ils essayent en effet de s'investir. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas, si vous voulez... vous voyez, bon, ben voilà, en fait, le souci actuel, si vous voulez, que l'on a au niveau de l'industrie pharmaceutique, c'est que l'industrie pharmaceutique, le débouché, ce sont les pays riches. Et donc, les pathologies des pays riches. Les pathologies des pays pauvres. Voilà. Merci, M. Daubié. En tout cas, nous aurons grand intérêt à lire les termes de votre exposé dans la publication. Oui, merci. Tu as posé un vrai problème. Moi, j'ai connu l'âge d'or des antibiotiques. Tous les 15 jours, il y en avait un qui sortait. Et depuis 25 ans, il ne sort plus rien. Tout est orienté sur les anticorps monoclonaux, etc. Et tu as évoqué le problème de l'avenir, c'est-à-dire, bon, d'abord, déjà, on est confronté à la résistance bactérienne sur les bactéries, les pyocyanites, etc., les staphylocoques, et c'est des vrais sujets, parce que quand il y a quelqu'un qui arrive avec un pyocyanique résistant à tout venant de certains pays, eh bien c'est la panique à bord dans un service. Et ensuite, on n'anticipe pas, comme tu l'as dit, ce qui va nous sortir avec le permafrost qui est tous les virus et les bactéries enfermés depuis des millénaires. Donc ça, on a évoqué la prévision et l'anticipation des épidémies et des pandémies, qu'on n'a pas fait. On fait des rapports, c'est dans le cimetière des données, des rapports, il y en a beaucoup. Et là, cette anticipation ne se fait pas. Et un jour, ça va nous péter à la figure. Là, c'est un virus, là, maintenant, ce sera une bactérie. Merci pour cette dernière intervention. Merci aussi à tous les orateurs de la matinée et aux auditeurs.